Je suis très honorée de voir si nombreux ici pour vous présenter une partie de l'œuvre de mon grand-père et mon grand-père. Voilà, en fait, je suis en train de réaliser l'inventaire de son œuvre. Je suis en train de réaliser l'inventaire de son œuvre, donc c'est un travail de titan. J'ai commencé, mais je suis loin d'avoir terminé. Et en fait, je ne savais pas trop par quel biais aborder ça, parce que c'est très varié, il y a vraiment plein de choses. Et en fait, j'ai commencé par ces dessins qui ont donné lieu à cet ouvrage, parce qu'on m'a encouragé à les publier, on m'a présenté un éditeur, etc. Donc ça m'a permis de démarrer, et puis tout ça s'enchaîne. Voilà, j'ai pris contact aussi avec le musée, enfin bon, tout s'enchaîne. Donc c'est très bien, même si c'est beaucoup de travail. Donc mon grand-père, en fait, est né donc, en 1912 dans une famille, c'est pas du tout une famille d'artistes. Ses parents à lui, son père était cheminot, sa mère était receveuse des postes. Mais par contre, il avait vraiment le besoin de s'exprimer artistiquement. Donc dès qu'il avait quelques sous, même dès l'âge de 7 ans, il allait s'acheter des crayons. Et il dessinait, voilà. Il a toujours adoré ça, et il avait besoin de ça. Donc en fait, très naturellement, il s'est orienté vers des études artistiques. Donc il a commencé dès 12 ans par le dessin industriel à la Martinière, études qu'il a interrompues pour entrer aux Beaux-Arts de Lyon. Et puis après, il a aussi étudié aux arts décoratifs, le dessin appliqué. Enfin voilà, il a eu quand même une formation assez variée. Il a aussi fait les Beaux-Arts à Paris. Il s'est retrouvé également à l'Académie Ranson, qui a permis à plusieurs artistes de cette époque de se rencontrer et qui se sont retrouvés dans un groupe qui s'appelait Témoignages. Donc c'est un groupe qui a été créé à Lyon par Marcel Michaud, qui était galeriste, qui avait créé la galerie Phosphore. Et j'aime assez la définition qu'ils donnaient de ce groupe, c'était une association par affinité d'inquiétude et non de certitude. Voilà, donc il a rencontré, alors je montre quelques-uns de ses amis, donc Jean Lemoal. Voilà, ce sont des artistes qui se sont orientés vers la non-figuration, qui sont assez connus pour ce fait-là. Donc certains ont fait des allers-retours entre la figuration, l'abstraction, revenir à la figuration, etc. Il a rencontré également Alfred Manessier. Alors il a rencontré 3 artistes qu'il a fréquentés tout au long de sa vie. Donc Jean Berthold, qui lui a fait des allers-retours entre abstraction et figuration. Et mon grand-père nous parlait souvent de ses grands chevaux articulés en bois, enfin son grand cheval articulé en bois dans son atelier, qui ressemblait en fait aux petits mannequins qu'ont les artistes pour étudier le corps humain. Mais lui, c'était un cheval. Voilà, et on voit un Saint-Georges terrassant le dragon sur une visine. Alors, il a rencontré aussi, très important, Étienne Martin, grand artiste moderne, grand sculpteur, le premier sculpteur à avoir proposé une œuvre textile. On le voit revêtu de son manteau, voilà, une œuvre qui est conservée au Centre Beaubourg à Paris. J'ai choisi aussi de vous montrer une piétade parce que c'est tout à fait dans la lignée de l'histoire que je raconte dans mon livre. Il a réalisé cette sculpture parce qu'il avait été complètement choqué par ce qu'il a vu à la libération des camps de concentration. Et puis une de ses demeures, donc ça c'est assez emblématique de son œuvre, une sculpture intitulée Mur Miroir. Voilà, tout ça c'est inspiré de sa maison natale à Loriol, qui était en fait 2 immeubles raccordés, et on pouvait accéder à l'une et l'autre partie de cet immeuble, soit par le rez-de-chaussée, soit par le grenier. Et donc ça a orienté le niveau formel de son œuvre. Bon, après, ce sont tous des artistes, la plupart qui avaient aussi, qui étaient soit très croyants, très catholiques, soit qui sont orientés vers l'ésotérisme ou des cultures extrêmement orientales. Et donc, il y a toute une symbolique le haut de la sculpture qui est la terrasse qui permet
d'anniversaire, les deux parties ancrées dans le sol qui sont le foyer et cette partie centrale qui est une sorte de miroir que l'on peut posséder chacun intérieurement et puis qui fait la dichotomie entre l'humain et le divin. Voilà, donc Étienne Martin, en fait, moi je suis allée dans son atelier, je l'ai rencontré plusieurs fois et ils ont exposé à Roanne, dans la galerie Jean-Pierre Prébet, en 1994, il y a eu une grande exposition. Donc Émile Cointet et Étienne Martin. Alors Maxime Grande était un petit peu à part parce qu'il l'a rencontré aussi au cours de ses études artistiques, mais lui c'était vraiment un maître verrier et il a été aussi designer, donc il a été président de Fontana Arte, une maison de design pendant une dizaine d'années, et c'est lui qui a créé cette lampe qui s'appelle la lampe Fontana, et il a réalisé énormément de vitraux un peu partout dans le monde. Voilà, donc ce sont des artistes qu'il a rencontrés soit à Lyon, soit à Paris. Ils se sont retrouvés dans plusieurs événements, donc le groupe Témoignage qui s'est créé pour un petit peu pour renouveler la vie artistique et intellectuelle provinciale à Lyon notamment. Alors, les débuts de mon Cointet, donc j'ai choisi des choses un petit peu académiques, une nature morte, une vue de la Seine. Et puis il a commencé son travail de sculpteur plutôt par le travail du bois. Alors, on n'a plus énormément de pièces de cette période parce que, je vous expliquerai ça tout à l'heure, voilà, mais je faisais d'images de sculptures un peu anciennes. Je disais que la famille de mon grand-père était très amie avec la famille de ma grand-mère, donc ils se sont connus enfants, parce que en fait les parents de ma grand-mère travaillaient aussi à la poste avec la mère de mon grand-père. Et donc mes grands-parents sont connus enfants. Bon, à un moment ils se sont un petit peu perdus de vue parce que les parents de mon grand-père sont vivre ailleurs que dans les environs de Bourg-en-Bresse. Et puis ils se sont retrouvés et mes grands-parents sont tombés amoureux à l'adolescence et ont été amoureux toute leur vie. Et voilà, donc j'ai choisi une photo le départ à la guerre. Donc ma grand-mère était enceinte de ma mère, qui est là. Et donc j'ai choisi aussi une autre photo. En 1943, mon grand-père était au Stalag. Alors, mon grand-père a vu ma mère la première fois, elle avait une quinzaine de jours, et il l'a revue, elle avait 4 ans. Et donc, il avait envoyé, avant de voir ma mère, elle venait le mettre, elle est née le 19 mars 1940, et là c'est un dessin du 22 mars, je crois. Et donc, il avait envoyé ce dessin, c'est un paysage de l'endroit où il se trouvait, en Alsace, en garnison, et donc avec simplement un petit mot pour sa femme et sa fille qui n'avaient encore pas vu. Voilà, et donc il a été fait prisonnier comme nombre de ses compatriotes au printemps 1940. Donc ce dessin, c'est une illustration, c'est un dessin qu'il a réalisé qui illustre sa capture par les Allemands. Donc en fait, il nous avait raconté qu'il s'était caché dans un trou d'égout pour échapper au tir, et puis quand les Allemands sont arrivés, donc ils étaient plusieurs à s'être cachés dans des trous d'égout, et lorsque les Allemands sont arrivés, ils leur ont demandé de sortir, et mon grand-père s'est baissé pour ramasser une boîte dans laquelle se trouvaient des photos, des lettres de sa femme, avec les photos de sa fille, etc. Et on l'a mis en joue, il n'a jamais compris pourquoi on ne l'avait pas tiré dessus. Bon, sinon je ne serais pas là pour vous en parler, mais donc c'est très bien. Voilà, et donc il a été fait prisonnier, et il a réussi à envoyer une lettre à ma grand-mère pour lui dire qu'il était prisonnier, qu'il était sain et sauf, qu'il était avec un ami à lui qui s'appelait Darban, et qui lui donnerait son adresse ultérieurement. Donc, comme tous, ils ne savaient pas du tout où ils allaient être emmenés. Et en fait, il s'est retrouvé dans un stalag qui était le plus éloigné au nord-est de l'Europe des stalags, le stalag 1 à Königsberg, qui s'appelle maintenant Leningrad.
Et donc il y a eu, ma grand-mère a reçu une carte de la Croix-Rouge pour indiquer l'endroit où il était captif. Et donc 6 mois plus tard, donc ça c'était au mois d'août, et 6 mois plus tard, elle a reçu un dessin, donc qui était le premier dessin de toute une série, une 60aine de dessins, qui en fait lui a permis de correspondre avec ma grand-mère en détournant la censure, et puis elle me racontait aussi des tas de choses qu'il n'aurait pas pu raconter en écrivant. Donc c'est un dessin intitulé Évasion, avec le nom de 3 philosophes. On le voit dans son nouvel environnement, donc des chalis, des casiers en métal. Voilà, on voit derrière lui des petites images encadrées de rouge, donc ce sont les photos de sa femme et de sa fille, qu'on va retrouver dans plusieurs dessins. Voilà, il est en train de fumer la pipe, on voit à côté de lui une boîte, je suppose que c'est la boîte dans laquelle il y avait les photos et les lettres. Voilà, et en fait, à cette époque-là, donc là c'est une carte que ma grand-mère a envoyée à une de ses amies, Yvonne Houben, qui était une résistante du groupe Libération Nord, qui était une amie de mon grand-père. Et donc voilà, pour écrire, en fait, on disposait de documents dans le style de celui-ci, où on avait des sortes de textes à plumes, puis il fallait mettre des mots. Voilà, il ne fallait pas écrire en dehors des cases, sinon on n'envoyait pas et personne ne recevait rien. Donc ça, mon grand-père, ça ne pouvait sûrement pas lui convenir. Et donc il a eu l'idée de ces dessins. Alors je pense qu'il n'a pas pu le faire non plus tout de suite parce qu'il n'avait peut-être pas ce qu'il fallait pour dessiner. Mais il a été employé à l'arsenal naval à proximité d'où il était prisonnier. Donc il a pu avoir ce qu'il fallait, le matériel nécessaire à la prince aussi. Et donc il collait ses dessins sur des feuilles de papier. Et sur certaines, il écrivait au crayon à papier des lettres vraiment minuscules, il faut le savoir pour le voir, et il écrivait des lettres d'amour enflammées à ma grand-mère. Et puis, donc, il a envoyé ses dessins. Donc, sur ces dessins, il raconte sa vie au camp, donc les activités. Alors, il était décorateur avant la guerre. Donc parfois il avait des travaux un petit peu dans ses cordes, comme on voit à gauche. Voilà, après, rester propre, la corvée de charbon. Beaucoup de dessins parlent de la fin du froid. Donc on voit les galeries Lafayette du prisonnier, on imagine que c'est quand même pas le festin. On voit ses habits rapiécés en plus, c'est pas... je pense que c'est pas très très chaud. Et le dessin à côté, c'est le jour de ses 29 ans. Bon, apparemment, c'est pas un repas de fête. Hein, on retrouve l'environnement qu'on a vu dans le premier dessin, avec les chalis, les armoires en métal, les tabourets, les tables en bois. Alors, ensuite, la fenaison. Alors, l'intérêt d'avoir des commandos comme ça qui partaient chez les paysans, c'est qu'ils mangeaient un petit peu mieux. Donc il avait gardé des habitudes comme manger des pommes de terre à la confiture. Ça lui permettait d'améliorer un petit peu le quotidien. Alors ils essayaient aussi de se distraire grâce aux artistes qui étaient présents dans le camp. Donc mon grand-père était employé là, à réaliser un décor pour une pièce de théâtre. Il y avait des concerts, ils essayaient un petit peu de se changer les idées. Et là, je suppose qu'il n'avait pas vraiment de jeu d'échecs. Donc je pense que c'est un dessin qui est un pied de nez, en fait, en disant que peut-être les Allemands, finalement, ne seront pas les vainqueurs. Alors d'autres dessins sont complètement imaginés. Par exemple, le premier dessin, il rentre retrouver sa femme, sa fille, ce qui ne s'est pas passé, pas à cette époque-là en tout cas. Et puis le dessin à côté, on le voit dire bonjour à une petite fille allemande qui ressemble étrangement à sa fille sur le dessin, avec le tampon qui a traversé la feuille. Donc on se dit que le préposé à la censure ne peut pas apprécier qu'il puisse parler une petite fille allemande. Alors la plupart ce sont des autoportraits caricaturés, mais il a également dessiné d'autres personnes. Donc là, c'est son beau-frère, Pierre Chevalier, le mari de sa sœur Suzanne.
qui s'est retrouvé effectivement dans le même stalag que mon grand-père en 1943 et qui était affecté à l'infirmerie. Et puis il a fait un autre dessin de Pierre enchaîné à une usine, donc ça c'était certainement pour l'anniversaire de sa sœur qui est née le 19 mai, comme on voit sur l'éphéméride. Et même chose que avec le jeu d'échecs, certainement que les proportions entre le personnage et l'usine signifient que finalement les Allemands n'ont peut-être pas bien. Alors Pierre Chevalier, lui, il a eu un parcours pendant la guerre assez extraordinaire. Il s'est retourné en Russie, il est rentré longtemps après la fin de la guerre, c'était assez infernal. Voilà, mais il est rentré aussi. Et alors j'ai eu un article il y a quelques semaines là, concernant mon livre, et j'ai eu la surprise d'avoir un appel d'un monsieur que je ne connais pas, qui a trouvé mon article sur Internet, parce qu'en fait, il a des dessins qui appartenaient à son père, Jean Payon, et il avait fait des recherches, donc c'est quelqu'un qui a été prof d'histoire, ce monsieur, et qui est intéressé par la généalogie. Et il avait des dessins donc signés Claude Gabriel, parce que mon grand-père signait Claude Gabriel au début de sa carrière. C'était la mode d'avoir un pseudonyme. Et il n'avait rien trouvé sur Claude Gabriel. Et puis, il a vu qu'il y avait aussi la signature de Montpointet, donc il a cherché le Montpointet, et il est tombé sur mon article. Donc il m'a téléphoné. Et en fait, son père a été prisonnier en même temps que mon grand-père. Et donc, ce sont des portraits que mon grand-père a réalisés de ce monsieur. Alors, il avait remarqué, il a écrit un poème, ce monsieur, où il dit qu'en fait, il a remarqué parmi toute cette corde de prisonniers, à son air mélancolique, et il a vu que bon, il n'était peut-être pas comme tout le monde, et puis en fait, ils ont sympathisé parce qu'ils se sont rendus compte que tous les deux, ils étaient très amoureux de leur femme, et que voilà, ils ne supportaient pas d'être l'un ni l'un ni l'autre. Et donc, ce monsieur envoyait des poèmes à sa femme. Donc, mon grand-père en a illustré quelques-uns. Et puis, bon, il a fait également d'autres dessins comme Arbeit. Voilà, donc c'était très émouvant de recevoir ça. Voilà, donc là, c'est des copies qu'il m'a envoyées, que j'ai dû intégrer dans ma conférence. Alors, mon grand-père a réussi à réaliser aussi quelques œuvres sculptées, comme cette petite tête qui fait à peu près cette taille-là, qu'il a réalisé qu'une épingle. Et puis à côté, un bas-relief, donc c'est collé sur un support en bois, enfin c'est cloué sur un support en bois, sur lequel sont indiqués les matériaux. Donc c'est fait avec du fil électrique, et les outils, c'est des cuillères à sardines et un boulon. Voilà, je ne sais pas exactement comment il a réussi à faire ça, mais c'est arrivé jusqu'ici. Et quelques autres bas-reliefs, mais pas beaucoup. Alors, il y a quelques dessins aussi qui décrivent toutes les petites trouvailles des prisonniers pour résister comme ils pouvaient, en sabotant plus ou moins tout ce qu'ils pouvaient. Donc le premier fumiste, relation au métier auquel il est fait allusion, et puis le fait de casser la vitre. Et l'autre, voilà, c'est un dessin qui date d'un mois de février, donc à quel ministère il ne devait pas faire très chaud au mois de février, et il est en train de repeindre un frigo apparemment. Donc je pense que c'est plutôt un dessin assez humoristique. Et vendredi 13, bien sûr. Alors, un autre dessin, le premier daté du 18 juin 1942. J'ai vérifié, c'est pas un dimanche, donc je pense que c'est une allusion à l'appel du général de Gaulle. Et puis le dessin à côté qui rappelle le tout premier, évasion. Voilà, là il ne parle plus d'évasion, mais on peut le rapprocher du tout premier. Alors, il prenait soin aussi d'envoyer des dessins, je pense, pour bien montrer à ma grand-mère qu'il ne se laissait pas abattre, qu'il continuait à cueillir des fleurs, par exemple. Et donc, souvent, les dessins sont accompagnés de fleurs séchées, et puis un dessin le représentant cueillir les fleurs. Il a gardé le moral. Alors, ça, c'est le dessin que j'ai choisi pour la couverture de mon livre, parce que c'est un dessin qui a été réalisé le lendemain de ses 30 ans. Et
Bon, toujours la même posture dans le tout premier dessin, celui que je viens de vous montrer juste avant. Là, son livre est fermé et apparemment, il sait qu'il va réussir à partir. Moi, je l'interprète comme ça parce qu'il a l'air assez déterminé, il n'a pas l'air triste particulièrement. Et puis un autre autoportrait d'une autre facture, plus académique, mais où son regard est assez appuyé dans le dessin. Et puis, il ne regarde pas du tout le spectateur, il regarde bien au-delà, donc comme s'il était déjà loin aussi. Alors, en fait, il s'est évadé 2 fois. Alors, j'ai pas les dates, parce que mon grand-père m'a laissé aucun écrit, donc j'ai fait un travail un peu de détective privé avec tout ce que je possède. Mais voilà, je fais des supputations parce que je n'ai pas des dates précises. Et donc, il y a d'autres dessins. Alors, c'est pas forcément mon grand-père qui a présenté, c'est plutôt des scènes du camp, mais qui ne sont plus sur le même support. Les dessins que je vous ai montrés auparavant, c'est du papier cristal, c'est des dessins qui font 10-15 cm à peu près de leur dimension. Et là, c'est des dessins un petit peu plus grands sur un papier un peu plus épais, et qui n'ont pas été envoyés apparemment, parce qu'il n'y a pas de tampon. Voilà, donc on voit quelqu'un qui vient d'arriver au camp, qui se fait raser les poils pubiens, et puis un scrutateur de la Croix-Rouge. Et puis quelques autres dessins où on voit mon grand-père qui n'a plus d'habits rapiécés du tout. Voilà, qui n'a pas l'air particulièrement triste apparemment. Et je pense que c'est des dessins qui montrent que ça y est, il est prêt à s'évader. Alors donc Königsberg, voilà, c'est là. Donc c'est vraiment, on pouvait guère faire plus loin. Donc il s'est évadé une première fois, il s'est fait reprendre vers Aix-la-Chapelle, donc il était presque arrivé. Et pour la deuxième évasion, il s'est fabriqué cette valise. Edmond Cointet avait loué le sous-sol chez Madame Chapuzzi. Il s'était fait un petit atelier de moulage. Il avait développé son activité de statuettes plâtre. Et il avait besoin de réaliser un séchoir, de faire un séchoir. Alors il avait fait le séchoir à côté de l'atelier de mon père. Mon père lui avait dit, écoute, si tu veux, on peut faire le séchoir sur le côté, là ça ne me gêne pas, j'en ai pas besoin. Et donc ils avaient construit un séchoir, c'était un petit bâtiment qui faisait à peu près 2 mètres de haut, qui faisait 1,50 m de large, et sur lequel il y avait un petit chariot qui circulait, et au fond il y avait un poêle qui chauffait constamment. Donc les possibilités, Madame Cointet était institutrice, et donc ils avaient demandé une autorisation à l'académie, tout ça, et il avait développé l'activité, il vendait tout ça dans les écoles, dans toute la France. Il avait un petit fourgon Renault à l'époque, que je me souviens là. Et puis il partait livrer, et voilà. Et puis après il s'expédiait énormément par la poste et tout. Puis c'était devenu la petite industrie. Et ils étaient aussi étroitement liés avec Jean Roupert. Je le vois toujours descendre chez moi avec sa brouette. Il avait coupé un arbre, et puis bon, il l'avait coupé à une certaine dimension. Il avait commencé à le tailler un petit peu à la hache, et puis il venait finir pareil à la scie à ruban chez mon père qui lui donnait la main, et puis voilà. Et puis après ça sortait des statues merveilleuses que vous pouvez voir encore aujourd'hui à la taverne alsacienne, chez Fuchs, un peu partout, quoi. Et puis quelqu'un qui avait malgré tout souffert également, hein, parce qu'à l'époque de la guerre, il était dans les camps de concentration, et il s'en était évadé. Mais moi j'étais gamin, on l'avait tous en admiration. Le père Cointet, c'était quelque chose. Hein. Quelque chose. Puis on allait récupérer un petit peu aussi dans les poubelles les statues qu'on repeignait, qu'on s'amusait avec. Même à une certaine époque, je lui avais fait à côté de son chalet. Là. On lui avait construit un autre petit chalet, c'était son atelier. Un petit atelier qui existe toujours d'ailleurs. Donc il dominait un petit peu Saint-Alban, il avait une très belle vue, et puis il était là, on entendait tac 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 tac, il tapait tout le temps, il était très, très lié aux écoles, bien entendu, étant donné que sa femme était institutrice, et il était à l'origine de la création de la cantine scolaire. Il avait utilisé la petite maison de Madame, on l'appelait la Lily 2, là, en face le Saint-Albanais. Et donc, il avait aménagé une cantine, il avait embauché Madame Lassaigne pour faire la cuisine. Et les enfants, plus particulièrement des hameaux, une vingtaine de gamins qui étaient tout heureux de pouvoir justement manger à la cantine, parce qu'il y avait quand même des kilomètres
pour venir à l'école. Ils faisaient des kilomètres pour venir à l'école et des kilomètres le soir pour en repartir. Véritablement, ça leur a donné la possibilité de pouvoir venir régulièrement dans les écoles. Et ça, c'était à l'origine d'Edmond Cointet qui avait bien vu la chose. Et puis depuis, la cantine a continué, elle existe toujours aujourd'hui. Oui, Paul Chanflot, il disait qu'il était assez impressionné par mon grand-père. Et c'est vrai que les habitants du village étaient impressionnés par les abords de sa maison, notamment il a un grand totem, ça c'est le haut du totem, il a disparu aujourd'hui parce qu'il n'a pas supporté les intempéries, c'était du bois. Alors voilà donc le fameux atelier dont parlait Paul Chanflot et qu'il a construit avec l'intérieur de l'atelier, donc une caverne d'Ali Baba. Et donc, je vous disais que Jean-Père avait dit à mon grand-père qu'il aurait dû travailler pour lui, puis ça n'a pas été le cas. Et donc, mon grand-père a monté une entreprise en 1950 où il fabriquait des bas-reliefs en céramique qu'il vendait aux écoles en France. Alors, j'ai photographié c'est des moules, ça, de ces bas-reliefs. Donc, c'était soit des sujets historiques, soit des sujets à la Walt Disney. Donc ça, c'est des négatifs, hein, c'est des nuls. Voilà, et puis après, c'est un petit peu diversifié avec des objets un peu plus de décoration. Alors là, on a une image avec une petite mise en scène pour le catalogue dans l'atelier. Donc on voit mon grand-père au premier plan, on voit mon frère à gauche qui fait semblant de peindre une toile, moi, moi derrière, ma mère, Madame Commence qui est la femme de monsieur qui a repris l'atelier ensuite. Ses enfants, ma grand-mère, voilà, on se prêtait tous au jeu pour faire semblant. Et donc, il a fabriqué des objets de décoration uniques ou en série. Voilà, d'autres exemples. Et puis, pendant toute sa vie professionnelle, il a continué à dessiner. Il allait notamment souvent aux Amis des Arts à Saint-Alban, dessiner d'après modèle vivant. Et ensuite, parfois, il reprenait ses dessins pour proposer d'autres représentations. Donc, là, relativement académique, là, beaucoup moins. Là, beaucoup moins aussi. Alors, il pouvait s'inspirer de tout ce qui l'entourait. Donc, ça pouvait être les animaux autour de lui, ça pouvait donner lieu à des dessins, à des sculptures, à des objets de décoration. Alors, je vous ai préparé une petite sélection non exhaustive de dessins, de peintures, de sculptures, parce que je suis en train de faire l'inventaire et donc je n'ai pas pu terminer, comme je vous ai dit. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu la variété de ce qu'il pouvait proposer. Alors, des dessins qui mêlent la figuration et l'abstraction. Voilà, de l'abstraction. Alors, j'ai des cartons à dessin comme ça qui regroupent souvent une cinquantaine de dessins. Il partait dans des séries comme ça, donc il expérimentait. Alors, ça peut être technique, ça peut être formel, c'est assez varié. Donc là, plutôt des dessins avec des perroquets, vous savez, c'est des formes comme ça qui permettent d'avoir des lignes régulières associées à des couleurs. Alors, il y avait un aérographe aussi, il faisait beaucoup de dessins de bureauterie, donc là on a des choses un petit peu art cinétique. Des expérimentations, des tâches, voilà. De peinture, d'encre, des dessins en feutre, des collages associés à du crayon, à de la peinture, des dessins avec des pochoirs. Donc là, on voit, il utilise des trucs de scie, un petit peu tout ce qu'il trouve. Des collages à niveau du dessin, de la peinture. Alors ça, après, ça se retrouvait par exemple sur les portes de sa maison. Il reprenait des dessins pour la décoration de sa maison. Alors ça, ce sont des petits tableaux en bois peints, en fait, qui ont été encadrés par Jean-Pierre Prébet. Donc il avait trouvé ce système sur du verre avec un cadre noir, et chaque fois trois petits tableaux abstraits. Et mon grand-père a parfois repris ces images abstraites pour en faire des grands tableaux sur bois. Donc ça mesure 1 mètre et quelques de haut.
Et puis également c'est nu. Voilà. Et bon, on était quand même assez intéressé par la sculpture. Donc là, quelques exemples de sculptures en bois de différentes époques. Là, je pense que c'est un portrait de ma grand-mère et un autoportrait de mon grand-père. Donc c'est des bois polychromes qui font à peu près cette taille. Vous me dites si je vais trop vite, hein, parce que je ne me rends pas compte quand ça va. Des bas-reliefs, donc de dimensions assez variables. Le premier, dimension assez modeste, le second bien plus grand, en plus avec un système d'éclairage, et le dernier, à peu près taille humaine, qui m'a offert, je suis allée dans le voir pendant qu'il le faisait dans son atelier, je dis ah c'est super, ça va, je te le donne. Ça doit peser à peu près 150 kilos. Alors des bas-reliefs en bronze, donc ils reprenaient ces lits. Des expérimentations aussi avec de la tôle mise en forme et peinte dans des caisses en bois peintes. Voilà, deux sculptures en tôle aux deux extrémités, puis une sculpture en bois et en fer au centre, donc sa taille humaine à peu près aussi. Alors d'autres expérimentations avec des bouts de bois, des fils électriques, des galets, voilà, vous avez d'autres exemples de petites sculptures qui mêlent divers matériaux, des choses trouvées, des expérimentations. Et il a réalisé aussi beaucoup de sculptures en bronze d'aluminium. Donc au départ, il a réalisé, ça c'est des prototypes en polystyrène. Donc il emmenait chez un fondeur. Et donc c'est le principe, ça s'apparente à moule à cire perdue, c'est-à-dire que le fondeur met ça dans du sable qui passe. Et après on fait un tirage, un seul tirage. Alors il me reste pas mal de polystyrène qui n'ont pas été coulés, mais ça n'a pas de sens de le faire parce qu'ensuite il y avait tout un travail de martelage pour avoir les effets de surface différents selon les différentes parties de la sculpture. Voilà, donc là vous avez deux coupes, vous voyez, celui de droite on est dans le cubisme plutôt, et celui de gauche quelque chose de beaucoup plus classique, même si c'est stylisé. Donc parfois il les associe à des éléments en bois et avec des ronds de métal. Voilà, des lignes beaucoup plus académiques, toujours en bronze d'aluminium. Voilà, des propositions. Alors ça, contrairement au totem que je vous ai montré tout à l'heure, ça résiste bien aux intempéries. Donc il y en a quelques-uns dans le jardin. Il a réalisé, par rapport à ses compagnons que je vous ai présentés au départ, il a fait quelques expériences abstraites, mais pas énormément. Voilà, donc en sculpture, il en a réalisé quelques-unes, mais ce n'est pas le plus gros de son travail. Donc cette 611 d'aluminium, voilà, et des céramiques aussi. Mais il était plus dans la figuration quand même. Voilà, 3 exemples de portraits. Donc le premier, je pense que c'est ma grand-mère. Bon, au centre, ça fait assez penser aux sculptures qu'on voit sur l'île de Pâques. Il aimait bien s'inspirer des arts premiers. Et puis une autre sculpture en céramique. Alors il avait des sujets de prédilection comme Don Quichotte. Là, vous voyez le premier, c'est une sorte de Janus avec Don Quichotte et Sancho Panza. Et voilà, au centre, c'est plutôt le glaive et le goupillon. Et puis Joséphine et Napoléon. Donc, ce n'était pas forcément un de ses sujets de prédilection, mais on en a fait quand même quelques-uns. Don Quichotte, à nouveau. Alors, la femme, bien évidemment. Ça, c'était vraiment la première sculpture qui représente des femmes. Voilà, donc ça, ce sont des céramiques. Alors, il avait la possibilité de faire cuire des grandes pièces comme celle-ci, parce qu'il avait son entreprise avec des grands fours. C'était pas la portée de tout le monde. Et des coupes. Alors ça a été voilà, des sculptures tubulaires comme ça. Là, je vais vous montrer une série qui s'appelle Le cycle de la vie, donc qui avait fait scandale dans les années 70 à Lyon, parce que ce sont des sculptures c'est la vie d'un couple
à travers sa vie amoureuse et sexuelle. Ça avait été exposé dans une vitrine d'une galerie rue Auguste-Comte dans le quartier d'Ainay, et il y a eu une pétition pour que ce soit retiré de la vitrine, ce qui avait été effectivement le cas au final. Donc voilà, on a la période touche-pipi, la période un petit peu plus avancée, la femme enceinte, la naissance d'un enfant, l'enfant qui grandit. Là, on ne voit pas en fait, mais c'est l'adultère parce qu'il y a 4 personnages dans celle-là. La brouille, la vieillesse et la mort.